La présidente de transition de la Centrafrique met en relief l'importance de l'aide financière internationale pour aider à financer les élections. Le 18 juin, date retenue pour les élections législatives au Danemark. La chef du gouvernement danois l'a annoncé ce mercredi. Au moins 20 morts au Texas, au Mexique, des suites de pluies torrentielles. Des rivières débordent. Bonsoir. La présidente de transition de la République centrafricaine a insisté sur l'importance de l'aide financière internationale pour la tenue d'élections lors de sa visite mercredi à Paris, où elle a été reçue à l'Élysée, puis à l'Organisation internationale de la francophonie. Un extrait des propos de Catherine Samba-Panza, présidente de transition de la Centrafrique. Nous avons de manière concertée au cours du Forum national de Bangui, décidé qu'il ne fallait pas dépasser le cap du dernier trimestre 2015. Nous avons besoin de décaissement de la présence et de l'appui de tous ceux qui nous accompagnent. Et je pense qu'avec le message fort qui a été porté hier à Bruxelles, nous avons beaucoup d'espoir qu'il y aurait des réactions vraiment pour nous accompagner financièrement. Le président Hollande a réaffirmé la volonté de la France de continuer à accompagner la transition en République centrafricaine. Cette volonté s'est manifestée déjà à plusieurs reprises par une présence forte de la France à nos côtés à travers l'opération Sangaris, par un engagement financier de contribution au sein du processus électoral. Près de 50 000 tonnes de nourriture envoyées par les États-Unis sont arrivées mardi au Soudan. Cette aide permettra de soulager la région du Darfour, frappée par des années de violence. Reportage. Le vaisseau américain Liberty Grace a accosté à Port-Soudan avec 47 500 tonnes de sorgho, un aliment de base au Soudan. Cette aide, en provenance de l'Agence américaine pour le développement international, aidera les communautés affectées par le conflit et d'autres groupes vulnérables et en état d'insécurité alimentaire. L'énorme vaisseau était amarré sur la côte soudanaise de la mer Rouge et des dizaines de dockers déchargeaient les sacs sur des camions. Depuis Port-Soudan, le programme alimentaire mondial va disséminer le sorgho à travers le pays et plus particulièrement dans la région du Darfour, en proie aux violences depuis plus de 10 ans. Le conflit est né en 2003, quand des rebelles ont pris des armes pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une domination des élites arabes du gouvernement du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis un coup d'État en 1989. Depuis, le conflit a fait 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés selon les Nations Unies. En outre, quelques 4,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire à différents niveaux. Au conflit ethnique s'ajoutent désormais des violences liées à la répartition des terres et des ressources qui accentuent encore l'instabilité de la région. Par ailleurs, Omar el-Béchir, réélu en avril, est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre au Darfour. Les restes supposés de Thomas Sankara, l'ex-président burkinabé assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, ont été exhumés mardi. L'avocat de la famille Sankara dit avoir eu des frissons et nourrit l'espoir que la vérité éclatera et que les auteurs paieront le prix. On a trouvé les premiers éléments qui étaient composés d'ossements, de morceaux de tissu, fond rouge avec des traits noirs. Et aux environs de 11 heures, on a pu extraire tout ce qu'il y avait comme reste. Et ça a été mis en sécurité pour les besoins donc, de l'expertise. Dans la journée, on a pu exhumer 5 restes, plus les 2 d'hier, ça fait déjà 7. Et le travail va se poursuivre demain. Ça donne des frissons, ça donne vraiment des frissons. Moi, franchement, je comprends pourquoi certaines familles ne veulent pas voir l'horreur. Mais ça nous renvoie quand même à la dimension de la tragédie
il y a de cela plus de 27 ans. C'était horrible, franchement, c'était horrible. Et rien ne sert de tuer, d'assassiner pour arriver au pouvoir. Vous serez rattrapé par votre histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré, là où il est, il devrait simplement être le plus triste dans le monde. Allons à présent au Madagascar où les députés ont voté à une très large majorité dans la soirée de mardi la destitution du président malgache. Il est accusé notamment d'avoir violé la Constitution au risque de replonger la Grande Île dans une nouvelle crise politique. Les détails. Il est reproché au président malgache le non-respect de la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, le non-respect du délai de promulgation des lois, l'ingérence dans les affaires de l'Assemblée nationale, l'obstacle à l'instauration d'une commission électorale indépendante et surtout la menace de dissolution de l'Assemblée nationale. L'élection démocratique, la première depuis 2006 d'Eri en décembre 2013, avait laissé croire que Madagascar pourrait enfin sortir de la très grave crise politique et économique dans laquelle elle était plongée depuis le renversement du président Marc Ravalomanana par le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, en 2009. Expert comptable de formation, le président Eri avait promis à la population une vie meilleure et il avait promis également d'agir très vite. S'il a su renouer avec les bailleurs de fonds étrangers qui avaient tourné le dos au pays après le coup d'État de 2009, ses détracteurs et la société civile le reprochent son inertie, son tâtonnement et son inefficacité. Le sort du président malgache est désormais entre les mains de la plus grande institution judiciaire du pays. La Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le bien fondé de la déchéance du président, voté par 121 députés contre 4 sur les 125 votants parmi les 151 députés de l'Assemblée nationale. La majorité des 2/3 requises pour obtenir la destitution du président était de 101 voix. Le président malgache a contesté la régularité du vote des députés, appelant à sa destitution. De l'avis de l'autorité, seulement 80 députés ont pris part à ce vote. Il assure qu'il occupe toujours son fauteuil. La chef du gouvernement danois a annoncé ce mercredi la tenue des élections législatives le 18 juin prochain. Les derniers sondages placent la coalition gouvernementale derrière l'opposition. Elle devait légalement annoncer la tenue d'élections avant le 14 septembre. Eh bien, il faut dire que la chef du gouvernement avait hérité en 2011 d'une situation économique difficile, le Danemark étant durement touché par la crise financière de 2008 avec l'éclatement d'une bulle immobilière. Son gouvernement aura mis en œuvre des réformes d'inspiration plutôt libérale qui ont fini dernièrement par aider la croissance. Mardi, le gouvernement a relevé sa prévision de croissance pour 2015 à 1,7% contre 1,4% précédemment. Pour 2016, il maintient sa prévision d'une croissance de 2%. Aux États-Unis, des pluies torrentielles ont inondé une grande partie d'Houston au Texas et fait une vingtaine de morts de part et d'autre de la frontière avec le Mexique. Le Texas et l'Oklahoma et un peu plus au sud du Mexique sont touchés depuis plusieurs jours par une vague de mauvais temps avec plusieurs tornades qui ont détruit de nombreuses maisons et fait déborder des rivières. Les images. Au Mexique, tout près de la frontière avec les États-Unis, la ville de Ciudad Acuna a été touchée lundi par une tornade qui a tué au moins 13 personnes. Des vents de 270 à 300 km/h ont été relevés. Le président Enrique Peña Nieto a visité la ville dévastée après avoir passé la nuit sur place. Des centaines de maisons ont été endommagées. Un certain nombre d'entre elles ont même été complètement détruites. Au Texas, plus de 25 cm de pluie sont tombés en quelques heures sur Houston lundi en fin de journée, provoquant les pires inondations depuis au moins 10 ans dans la 4e ville la plus peuplée des États-Unis. Des télévisions locales montraient des voitures abandonnées dans les rues inondées, avec parfois leurs conducteurs prisonniers dans les habitacles. Par ailleurs, les craintes augmentaient dans le comté de Hays, également au Texas, où une douzaine de personnes sont portées disparues selon les autorités. Plusieurs d'entre elles se trouvaient dans une maison construite sur pilotis qui a été emmenée par les flots samedi soir. Les autorités ont confirmé la mort d'une personne au Texas et de 2 autres dans l'Oklahoma, état situé juste au nord du Texas.
Plus de 800 personnes tuées en une semaine, c'est le bilan de la vague de forte chaleur qui sévit en Inde et qui ne cesse de s'aggraver. Les personnes de conditions modestes sont les plus exposées. Elles sont en effet contraintes de travailler à l'extérieur sous des températures frôlant les 50 degrés Celsius à New Delhi. L'on presse les pas sur ces rues désertes dans la journée. Les ombrages des gros arbres et quelques rares piscines sont pris d'assaut. Hommes et animaux reculent devant l'impitoyable rayon du soleil. Chaque été, la canicule frappe l'Inde et le dégât est souvent lourd. Les services météorologiques indiens ont émis une alerte rouge pour mardi et mercredi dans plusieurs États en raison de températures attendues de plus de 45 degrés Celsius. Des centaines de personnes, essentiellement parmi les plus pauvres, meurent chaque été de la chaleur. Des dizaines de milliers d'autres souffrant des coupures d'électricité en raison du réseau surchargé. Cette vague de chaleur touche une grande partie du pays, dont la capitale New Delhi, où certaines portions de rues fondent. Les conditions météo risquent de plonger dans la sécheresse les États les plus touchés par cette vague de chaleur avant l'arrivée de la mousson. Elle est attendue en fin de mois dans le Kerala au sud du pays, mais prendra plusieurs semaines avant de toucher les plaines arides du nord. À la date d'aujourd'hui, 800 morts officiels ont été enregistrés dans tout le pays. Le ministère américain de la Justice a annoncé ce mercredi l'inculpation pour corruption de 9 élus de la FIFA et 5 partenaires de cette instance mondiale du football. Sont pris en compte des faits s'étalant sur les 24 dernières années. En outre, le siège de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, situé à Miami, a été perquisitionné dans le cadre de cette procédure. Certains accusés et personnes ayant accepté de plaider coupable risquent jusqu'à 20 ans de prison en dehors des sanctions financières. Un congrès de la FIFA avec élection de son président est prévu jeudi prochain, c'est-à-dire demain. Selon la justice américaine, 4 personnes ont par ailleurs plaidé coupable. On y retrouve Charles Blazer et Daryl Warner. Une personne a accepté de payer 151 millions de dollars d'amende. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. Ce sera tout donc pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA.